Au fil de la longue histoire de l'Asie du Sud-Est, un royaume brilla jadis d'un éclat éclatant, mais il ne subsiste aujourd'hui que dans les chroniques et à travers des vestiges antiques. Il s'agit de Funan, l'un des centres commerciaux les plus dynamiques de la région, là où la route maritime reliant l'Orient et l'Occident se croisait, où marchandises, hommes et idées se mêlaient pour forger une brillante civilisation. Mais derrière cette gloire éclatante se cache un récit mystérieux. Comment Funan s'est-il formé? Pourquoi cet endroit devint-il si rapidement un empire puissant? Et comment un royaume autrefois prospère disparut, il peu à peu de la carte pour ne laisser que des vestiges flous? Partons à la découverte des secrets de Funan, l'une des plus anciennes civilisations de l'Asie du Sud-Est. Funan fut l'un des royaumes les plus anciens à s'être formé dans la basse vallée du Mékong. Ce royaume exista du 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'au 7e siècle, occupant des territoires correspondant aujourd'hui au sud du Vietnam, au Cambodge, ainsi qu'à une partie du sud du Laos et du centre de la Thaïlande. Grâce à sa position stratégique entre océan et continent, Funan devint un carrefour où se rencontraient les populations locales et les routes commerciales internationales. Les sources sur Funan proviennent principalement de deux ensembles. D'une part, les chroniques chinoises, telles que le livre des Liang, le livre des Sui, le livre des Qi du Sud et le livre des Jin. Ces textes décrivent Funan comme un royaume doté d'un roi, d'une cour, de ports actifs et qui envoya plusieurs ambassades tributaires en Chine. D'autre part, l'archéologie moderne, en particulier la culture Dok-Eo en Hanjiang, a livré des preuves matérielles importantes. Des canaux rectilignes aux objets découverts, tels que céramiques, statues, bijoux et monnaies, tout atteste de la prospérité de ces royaumes. Funan fut aussi l'un des premiers centres à subir une indianisation précoce. Les vestiges révèlent la présence du sanskrit, des cultes dédiés à Vishnu et Shiva, ainsi que des traces du bouddhisme. Ce processus d'acculturation fusionna croyances locales et influences étrangères, créant une identité originale et posant les bases de la brillante civilisation khmer ultérieure. La naissance de Funan est étroitement liée à la vie des habitants du delta du Mékong, où s'étendait une vaste plaine fertile, parcourue de rivières et proche de la mer. Depuis des millénaires, des hommes y vivaient, fondaient des villages le long des cours d'eau, cultivaient le riz, pêchaient et échangeaient leurs produits. Cet environnement généreux nourrit une communauté agricole précoce, qui forma le socle des premiers micro-royaumes. Au départ, les habitants vivaient en village, chacun dirigé par un chef à la fois responsable des affaires civiles et officiant lors des rites religieux. Avec l'accroissement de la population, ces villages s'allièrent pour former de petites principautés, où le pouvoir des chefs s'affirma grâce au prestige religieux et à la force militaire. Chaque principauté contrôlait un territoire, disposait d'une armée et d'un système productif, et commerçait avec les régions voisines. La légende de Hun Tian et Liu illustre ces processus. Selon le récit, Hun Tian, un homme venu de loin souvent associé à l'Inde, épousa la reine locale Liu et monta ensuite sur le trône pour fonder une dynastie. Ce récit, bien qu'imprégné de mythologie, traduit une réalité historique, celle de la rencontre entre des apports extérieurs tels que technique, culture et écriture, et les populations autochtones, qui donna naissance à un État primitif. Au cours de la première phase, le commerce fit ses premiers pas. Les marchands indiens et chinois s'arrêtaient dans le delta du Mékong, apportant céramiques, perles et bijoux, qu'ils échangeaient contre du riz, du poisson séché, des bois précieux et des perles. Cette activité restait modeste, mais posa les bases de l'intégration de Funan
aux réseaux régionaux. Un autre élément essentiel résida dans la maîtrise de l'hydraulique. Le delta du Mékong étant sujet aux crues saisonnières, il fallait creuser canaux et digues pour exploiter efficacement les terres. Très tôt, les habitants de Funan aménagèrent des canaux qui irriguaient les rizières et servaient de voies navigables reliant les villages. Ces travaux révèlent un haut niveau d'organisation et une capacité de mobilisation collective, preuve de l'existence d'un pouvoir centralisé. Ainsi, la formation de Funan résulta de plusieurs facteurs conjoints: une agriculture solide, l'union des principautés locales, le commerce extérieur, l'influence culturelle indienne et la maîtrise hydraulique. Tous ces éléments transformèrent des communautés dispersées en un royaume naissant, prêt à connaître son apogée. Du IIIe au Ve siècle, Funan connut son âge d'or. Le royaume affirma sa puissance régionale et contrôla les routes vitales reliant l'océan Indien à la mer de Chine méridionale. Il devint un centre prospère et une escale incontournable des échanges internationaux. Sa capitale à l'apogée s'appelait Vyadapura, située dans la région de l'actuelle Angkor-Boré. C'était que le cœur politique, où le roi dirigeait les rituels religieux, recevait tribut, commandait l'armée et administrait les provinces. L'existence d'une capitale avec temple et monuments prouve un État organisé, associant étroitement pouvoir politique et sacré. La dimension la plus éclatante de cette période fut le commerce international. Grâce à sa position stratégique au bas Mékong, proche du détroit de Malacca, Funan servait de pont entre l'Inde et la Chine. Les marchands indiens apportaient épices, étoffes, pierres précieuses et statues divines. Les marchands chinois livraient soieries, céramiques et monnaies de cuivre. Les marchandises étaient regroupées dans les ports de Funan avant d'être redistribuées au loin. Les fouilles d'Ok-Eo témoignent de cette effervescence avec la découverte de monnaies romaines, de bijoux indiens, de céramiques chinoises et d'objets locaux d'une grande finesse. Ces trouvailles prouvent que les échanges de Funan atteignaient des contrées lointaines, au-delà des océans. Ok-Eo et d'autres villes devinrent de véritables plateformes internationales où convergeaient navires et commerçants. Grâce à ces commerces, l'économie de Funan prospéra et la vie quotidienne s'améliora. Le système hydraulique continua de s'étendre, assurant une abondante production agricole et fournissant des vivres pour l'échange. La combinaison d'une agriculture stable et d'un commerce maritime florissant assura une base économique solide. La culture connut aussi un essor remarquable. Les inscriptions sanskrites se multiplièrent tant, les rois adoptèrent des noms indiens, de nombreux temples furent consacrés à Vishnu et Shiva, et des statues bouddhiques en pierre et en bronze furent érigées. La religion de Funan était diversifiée et syncrétique, mêlant cultes locaux, hindouisme et bouddhisme, ce qui enrichissait son identité et renforçait la sacralité du roi. Politiquement, Funan disposait d'un appareil administratif suffisant pour gouverner un vaste territoire. Le roi concentrait l'autorité suprême, chef politique et représentant des dieux. Sous lui, des fonctionnaires et une armée assuraient l'ordre et la défense. Les principautés vassales payaient tribut et restaient sous contrôle central. Ainsi, Funan maintenait son influence depuis le sud du Vietnam jusqu'au centre de la Thaïlande et la péninsule malaise. L'armée était organisée et puissante, capable de conquérir et de protéger les routes commerciales. Ceci garantissait la sécurité des échanges, inspirant confiance aux marchands étrangers. La diplomatie était active. Funan envoyait fréquemment des ambassades en Chine,
portant perles, bois d'agar et produits tropicaux. Ces gestes illustraient sa richesse et entretenaient des relations commerciales profitables. Ainsi, le nom de Funan apparaît abondamment dans les archives chinoises. Pourtant, cette prospérité contenait fragilité, une économie trop dépendante du commerce extérieur, un système politique parfois lâche, et des inégalités sociales croissantes fragilisaient le royaume. Après plusieurs siècles d'éclat, Funan entra dans une phase de déclin. Les causes tenaient autant d'oppressions extérieures qu'aux faiblesses internes. Dès le VIe siècle, la montée en puissance de Chenla au nord fit vaciller l'autorité centrale. Les seigneurs locaux s'émancipèrent et la loyauté envers le roi s'affaiblit. Parallèlement, les routes maritimes internationales se déplacèrent vers d'autres zones, privant Funan de ses ressources essentielles. La conjonction de ces facteurs entraîna la décadence d'un royaume autrefois florissant. Au 7e et au 8e siècle, Funan disparut presque entièrement de la carte politique, cédant la place à Chenla, berceau du futur empire khmer. Aujourd'hui, Funan n'existe plus comme entité politique, mais traces demeurent pattes visibles à travers les anciens canaux, les sites archéologiques d'Ok-Eo et d'Angkor Boré, ainsi que par les statues et inscriptions qui perpétuent sa mémoire. Ces vestiges racontent l'histoire d'un royaume qui fut jadis au centre des échanges et de la culture régionale. C'est pourquoi Funan est considéré comme une étape fondatrice dans l'émergence des États de l'Asie du Sud-Est. Bien qu'éteint, son héritage continue de briller, rappelant que tout empire est mortel, mais que les traces laissées par les civilisations demeurent immortelles dans la mémoire de l'humanité.